Donc, une stimulation, comme on a dit, une stimulation peut entraîner une dépolarisation et si elle atteint le seuil, elle peut donner naissance à un potentiel d'action. Mais un stimulus dépolarisant, il y a des cas où il n'atteint pas le seuil d'excitation et donne une simple dépolarisation, c'est-à-dire il n'atteint pas la valeur seuil, mais il rapproche le potentiel de membrane de la valeur seuil. Il rapproche. Hein? Donc, il peut être là entre le potentiel de repos et la valeur seuil, sous la valeur seuil. D'accord? À ce moment-là, si on applique plusieurs stimulations très rapprochées dans le temps, on peut additionner. Donc, un stimulus qui n'atteint pas le seuil peut subir une sommation, plusieurs stimulus. Hein, qui n'atteignent pas le seuil, s'ils sont appliqués dans un laps de temps très quelques fractions de secondes, peuvent subir une sommation temporelle dans le temps et s'additionner pour arriver au seuil et donc générer un potentiel d'action. Ok? Bon, comme il y a des stimulus dépolarisants, on peut avoir des stimulus hyperpolarisants, c'est-à-dire des stimulus, au lieu de dépolariser la membrane, l'amener vers des valeurs moins négatives. Au contraire, ils vont pouvoir l'amener en entraînant l'ouverture de canaux chlorure, par exemple, hein, qui font rentrer des ions négatifs à l'intérieur de la cellule. Ou bien, s'ils ouvrent des canaux potassiques, laissant passer le potassium de l'intérieur vers l'extérieur, et donc l'intérieur de la membrane va perdre des ions positifs, à ce moment-là, la différence de potentiel, ou bien le potentiel de membrane, au lieu d'aller vers des valeurs moins négatives, il peut aller vers des valeurs plus négatives. Au lieu de moins 70, il va vers moins 72, moins 75. Et donc, ces stimulus vont éloigner la membrane de son seuil d'excitation et rendre plus difficile la naissance d'un potentiel d'action. Parce que une membrane hyperpolarisée, hein, elle a besoin d'un stimulus d'intensité plus grande pour l'amener à son seuil qui est de moins 50 millivolts. Ok? Et donc là, en parlant d'hyperpolarisation, on peut parler de l'amplitude du potentiel d'action et du dépassement du potentiel d'action. Voilà. Une fois on a décrit le potentiel d'action, on revient sur cette composante qui est le dépassement, qui est très important. Donc, le potentiel d'action qui prend naissance quand une stimulation entraîne, ou un stimulus entraîne une dépolarisation qui atteint le seuil, un potentiel d'action prend naissance, il se déroule sur 3 phases. Une première phase de dépolarisation, hein, la montée du potentiel d'action. Une deuxième phase, donc la dépolarisation suivie d'une repolarisation. On va parler des origines ioniques de ces phases, et une troisième phase qui est l'hyperpolarisation. Donc, ce sont les 3 phases dont est composé un potentiel d'action. Quelles sont les propriétés de ce potentiel d'action? Donc, la première chose, c'est une durée très brève. Hein? Donc, je reviens un peu sur ce schéma. Il y a c'est marqué le temps en millisecondes, mais c'est pas marqué les millisecondes. C'est entre 1 et 3 millisecondes, hein, depuis le début de la dépolarisation jusqu'à la fin de l'hyperpolarisation. Ça peut durer entre 1 et 3 millisecondes. Donc, c'est vraiment une réponse qui est très rapide et qui est très brève. Donc, c'est une réponse qui obéit à la loi du tout ou rien. Donc, ou bien le stimulus atteint le seuil et on a un potentiel d'action avec les 3 phases, dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation, où on n'a pas de potentiel d'action. Une amplitude constante. Voilà, je reviens sur celle-là. Une amplitude constante. D'accord? Donc, sur un neurone bien déterminé, qui a un potentiel de repos bien déterminé, un stimulus qui atteint le seuil, la réponse, elle est tout ou rien. Donc, il y a un potentiel d'action avec une amplitude constante qui ne peut pas dépasser les 30 millivolts. Ce qui nous ramène à dire que l'amplitude de ce potentiel d'action, elle est de moins 70 à plus 30 ou plus 35, et donc on est à 100 millivolts. Mais supposons que la membrane qu'on a excitée
elle est hyperpolarisée, c'est-à-dire son potentiel de repos n'est pas à moins 70 millivolts parce qu'elle a subi une hyperpolarisation. Et à partir de cette hyperpolarisation, on l'a restimulée avec un stimulus plus important qui a atteint le seuil. Hein? Donc, un potentiel d'action, loi du tout ou rien, va prendre naissance, mais qui ne peut jamais dépasser les 30 millivolts. Et à ce moment-là, l'amplitude, elle n'est plus de 100. Hein? Elle devient, si on est à moins 75 ou moins 80, elle devient à 110 ou à 120. Donc, ce qu'on veut dire par une amplitude constante, c'est pour une stimulation, pour une membrane, à partir d'un potentiel de repos qui est normalement de moins 70 millivolts. C'est pourquoi quand on parle de constance, d'une amplitude constante, on parle de la valeur de 0 à 30 millivolts et c'est ce qu'on appelle le dépassement. Donc ça ne peut jamais aller plus loin que ces 30 ou 35 millivolts. D'accord? Donc ce qui peut changer, c'est la valeur. C'est pourquoi je vous parle de 0 comme valeur fictive. Ça n'a aucun sens en physiologie, la valeur 0. C'est vraiment une valeur fictive pour pouvoir mesurer ce dépassement qui, normalement, ne peut pas dépasser ces 30 millivolts. Alors que, on peut, dans une cellule, partir de moins 70 millivolts, qui est le potentiel de repos normal, sur une autre cellule, ou bien sur cette cellule, si on l'hyperpolarise, si elle subit une hyperpolarisation par un stimulus X, et on applique un stimulus efficace et on a un potentiel d'action, alors l'amplitude de ce potentiel d'action, il peut augmenter. D'accord? Donc, c'est l'amplitude de dépassement, c'est-à-dire ces 35 millivolts qui est constante, quel que soit le neurone et quel que soit le stimulus efficace. Et quel que soit le potentiel de membrane à partir duquel on est parti. Voilà. Donc, toujours des caractéristiques du potentiel d'action au niveau d'une cellule, au niveau d'une fibre nerveuse, au niveau d'un axone. La vitesse de propagation, elle est constante. D'accord? Elle dépend. Donc, si on parle d'un neurone myélinisé ou non myélinisé, le diamètre de la fibre, la longueur de la fibre, à ce moment-là, la vitesse de propagation peut changer. Mais au niveau d'une cellule, parce qu'une cellule qui est myélinisée, elle est tout le temps myélinisée. Le diamètre de la cellule, il va pas changer. La longueur de la cellule ne va pas changer. Et du coup, quand on parle de vitesse de propagation constante, elle est constante au niveau d'un neurone, d'un axone d'un neurone. Mais si on va parler d'un autre neurone qui est non myélinisé, qui a un diamètre qui est plus grand, ou une longueur moins long, il est plus court ou plus long, etc., à ce moment-là, la vitesse de propagation, elle va changer. Mais au niveau d'une cellule, elle est constante. D'accord? À savoir que la vitesse de propagation au niveau d'une cellule myélinisée, elle est plus importante de cellules non myélinisées à cause de ces nœuds à cause de la gaine de myéline qui est isolante du courant électrique et que c'est au niveau des nœuds de Ranvier, on va voir tout à l'heure, qu'il y a un grand nombre de canaux sodiques voltage dépendants, donc qui vont aider au passage de ce flux entrant des charges positives qui vont dépolariser la membrane point par point au niveau des nœuds de Ranvier et point par point quand l'axone n'est pas myélinisé. C'est pourquoi la vitesse de propagation au niveau d'un axone myélinisé est plus grande parce que on n'a pas à dépolariser point par point. Ça saute, le courant passe d'un nœud de Ranvier à un autre nœud de Ranvier. Alors, en absence de la myéline, le potentiel d'action, il va dépolariser. Il y a un potentiel d'action qui va se propager point par point tout le long de l'axone. C'est pourquoi le temps de la vitesse de la propagation, elle est moins rapide, si vous voulez. Elle est moins grande au niveau d'une fibre non myélinisée. Donc, évidemment, il faut jamais oublier la notion du seuil, qui est la valeur du potentiel de membrane à laquelle la survenue d'un potentiel d'action, selon la loi de tout ou rien, elle est inévitable. Voilà. D'autres notions à acquérir, et c'est très important concernant ce potentiel d'action, c'est qu'il a des périodes réfractaires, une période réfractaire absolue et une période réfractaire relative. À savoir que pendant la phase de la
du potentiel d'action pendant les deux phases de dépolarisation et repolarisation, si on restimule cette membrane du neurone avec un stimulus qui a la même intensité que le stimulus qui a donné ce potentiel d'action, cette membrane ne va pas répondre. On dit qu'elle est en période réfractaire absolue. Alors que, en phase d'hyperpolarisation, si on applique un stimulus d'intensité plus importante que le stimulus qui nous a donné ce potentiel d'action, il y a une chance d'avoir un autre potentiel d'action parce que le stimulus qui a une intensité plus importante, il va pouvoir ramener la membrane qui est hyperpolarisée, qui est au-dessous de moins 70 millivolts comme vous voyez sur ce schéma, un stimulus plus important, il a plus de chances d'atteindre le seuil d'excitation et donner une deuxième réponse. Alors que dans la période réfractaire absolue, quelle que soit l'intensité de la stimulation, elle va pas donner de réponse. Dans la période réfractaire relative, sur un même neurone, une stimulation de plus grande intensité peut atteindre le seuil et donner un autre potentiel d'action. Quelles sont les origines? Donc ça, c'est la notion du dépassement qui est constante pour un potentiel d'action. Donc, quelle est l'origine? On reviendra sur ce schéma tout à l'heure. Donc, quelle est l'origine de cette période réfractaire absolue et relative? Il faut voir un peu les mouvements ioniques pendant les phases de dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation du potentiel d'action. La phase de dépolarisation correspond à l'ouverture des canaux sodiques voltage dépendant. Ok? Sodique voltage dépendant. Donc, c'est une conductance au sodium. Ce que vous voyez ici, la phase de dépolarisation. Ce que vous voyez en jaune. Donc, le bleu ici, c'est le schéma, le dessin, si vous voulez, la représentation du potentiel d'action avec ces trois phases. La phase de dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation. Alors que ce qui est en jaune et en vert, c'est une représentation des mouvements ioniques qui sont à la base de ce potentiel d'action. À savoir, la courbe jaune, ça correspond à la conductance au sodium. Donc, un stimulus efficace, il va entraîner l'ouverture rapide et brève d'un certain nombre de canaux sodiques voltage dépendant, qui vont laisser rentrer le sodium à l'intérieur de la cellule, d'accord? Comme ici, il va ouvrir les canaux sodiques et le sodium va rentrer à l'intérieur de la cellule et va entraîner cette phase de dépolarisation. La courbe verte, c'est la conductance au potassium. La même stimulation va entraîner, mais avec un petit retard, une ouverture des canaux potassiques qui vont être responsables de cette repolarisation. Et comme vous voyez, la conductance au potassium, elle est vraiment retardée. Elle est vraiment retardée par rapport à la conductance du sodium. Et c'est pourquoi, après la repolarisation de la membrane, il y a une phase d'hyperpolarisation qui est due à la persistance de cette conduction potassique au niveau de la membrane. Donc, du potassium continue à sortir de la membrane en l'hyperpolarisant. Donc, tant que les canaux sodiques n'ont pas retrouvé leur configuration fermée, la cellule ne peut pas répondre à une excitation et on ne peut pas avoir un deuxième potentiel d'action. D'accord? Mais quand les canaux sodiques sont fermés et les canaux potassiques sont ouverts un peu, c'est pas grave. Si on applique une deuxième excitation au niveau de la membrane peut répondre à la stimulation.